Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Marc Janaillac, le président de la FNEJ, et je suis très heureux d'ouvrir cette conférence organisée avec l'Envie sur la résilience organisationnelle post-Covid. Malheureusement, nous ne sommes pas au statut post-Covid et nous avons donc été contraints d'organiser cette conférence en visioconférence, mais ça va lui donner encore plus d'intérêt et d'actualité. Cette conférence est la dernière organisée cette année par le Cercle des entreprises qui regroupe des entreprises partenaires de la FNEJ. La FNEJ, comme son nom l'indique, c'est de l'enseignement, de la gestion et des entreprises. Et l'objectif du cercle, c'est de rapprocher les entreprises du monde de l'enseignement et de la recherche en faisant des conférences, des débats, des études qui intéressent le monde de l'entreprise et sur des sujets pour lesquels le monde universitaire peut apporter des angles de vue intéressants. Et donc, je voudrais ce soir remercier d'abord l'Envie de son partenariat, de ce copilotage de cette conférence. Je voudrais remercier les participants aux 2 tables rondes qui sont issus à la fois du monde de l'entreprise et du monde de l'enseignement. Et vous remercier toutes et tous derrière vos écrans. Et sans plus tarder, je passe la parole à Françoise Garcia, la directrice générale de l'Envie. Très bonne conférence. Merci mille fois. Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir au nom de l'Envie. Merci pour ce partenariat dont nous sommes honorés. Merci à Charles-Henri Bessert-Deshortes d'avoir été l'entremetteur, si je puis m'exprimer ainsi. L'Envie, depuis 30 ans, n'a de cesse que de vouloir rapprocher, justement, de la même manière que la FNEJ, le monde académique et le monde de l'entreprise, à travers les recherches appliquées en sciences humaines et sciences sociales. Donc, merci mille fois aux participants de l'Envie, dont ce serait la première, le premier contact avec la FNEJ, et ravi évidemment de traiter le sujet de la résilience. Nous nous sommes employés toute cette année évidemment à traiter ce sujet de près ou de loin à travers notre programme. Donc très bonne séance à venir. Restez surtout connectés, vous allez voir, il y a un petit temps de latence, le temps que le plateau se fasse, mais très belle et très bonne conférence. Merci à vous, Monsieur Janaillac. Bonjour à tous. Comme vient de le dire le président Janaillac, nous avions intitulé cette conférence « La résilience organisationnelle post-Covid ». Nous sommes encore en plein Covid, il faut le reconnaître, d'où notre présence ici sur un plateau TV. On devait être en présentiel à l'ESCP qui allait nous accueillir. Et puis, force a été de constater la semaine dernière qu'on s'est rapatrié sur un plateau TV. Je suis en tout cas ravi de vous accueillir. Je crois que vous êtes déjà un nombre respectable en ligne, ce qui est prometteur pour nous. Alors, ce qui nous a frappé quand on a imaginé avec la FNEJ et l'Envie pour l'organisation de cette conférence, c'est qu'on s'est dit que finalement, ce qu'on vit depuis presque 2 ans, on n'a pratiquement pas d'équivalent au plan mondial depuis la Grande Guerre de 39-45. Donc, c'est quand même incroyable. On a plein d'incertitudes. Le meilleur exemple, c'est ce qui nous arrive depuis une quinzaine de jours. Qui aurait prédit il y a 15 jours qu'on serait aujourd'hui en distanciel? On a eu tous ces confinements. Est-ce qu'on va en avoir un autre au mois de janvier? On ne sait pas, mais en tout cas, je pense qu'avant les fêtes de Noël, on n'aura pas de confinement. Pour les entreprises et les collaborateurs, cette période a été vécue évidemment très différemment, selon que l'on se trouvait dans un secteur où l'activité s'est maintenue. Et donc, cette première table ronde va parler un petit peu de ces secteurs où nous avons eu un maintien de l'activité, alors que dans la deuxième table ronde, nous allons aborder des cas de secteurs qui ont connu des arrêts phénoménaux de leur activité. Dans le premier cas, les entreprises ont dû apprendre à s'adapter pour faire face aux conditions radicalement différentes, parce que même si on a continué à avoir cette activité, on a eu des situations très différentes pour continuer à exercer leur activité. Dans le deuxième cas, les entreprises ont dû apprendre à survivre. Dans les 2 cas, les entreprises ont développé des capacités de résilience organisationnelle. Et là, on va avoir le témoignage de 2 collègues universitaires sur cette notion de résilience. Et donc, c'est particulièrement intéressant de travailler avec nos collègues, puisque, comme on l'a dit, que ce soit la FNEJ et l'Envie, sont 2 institutions qui mélangent finalement ce monde professionnel et le monde académique.
Et ce que nous avons fait, c'est que, évidemment, ces 2 tables rondes ont été co-organisées par ces 2 organisations. Alors, pour la première table ronde, nous accueillons nos intervenantes et intervenants. Et d'ailleurs, je ferai la remarque que, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, nous avons plus de femmes parmi les intervenantes que d'hommes. C'est quand même intéressant. Nous sommes plus à parité d'une certaine façon. Alors, Véronique Steyer, maître de conférences en sciences de gestion à l'École Polytechnique. Oui. Donc, tu vas nous parler effectivement de la recherche sur les grandes transformations, les grands changements, et donc ça va être passionnant. Dina Louda, conseillère du président Antoine Frérot chez Veolia, en charge, je crois, de la stratégie, en charge des relations internationales. Des relations internationales. Et tu vas évidemment nous parler de cette situation qu'a connue Veolia depuis le 16 mars 2020. Et Jérôme Nanty, tu es DGRH du groupe Carrefour. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de cette activité du retail qui a connu un développement, je dirais, vous avez été au feu tout le temps, tout comme les activités, évidemment, de Veolia. Mais tu vas nous dire qu'il s'est passé quand même pas mal de choses durant cette période. Alors, on va commencer cette table ronde, puisque vos 2 entreprises ont connu des situations évidemment différentes de l'avant 16 mars, on va dire, hein, même si vous commenciez à sentir, je dirais, quelques semaines avant les prémices de cette crise. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, la toute première, c'est, pouvez-vous nous parler de la réaction de vos entreprises après les annonces du 16 mars 2020 ? Comment vous êtes-vous organisé, notamment sur la question du télétravail durant les premiers mois ? Je laisse la parole à Dina, peut-être. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Veolia est opérateur d'intérêt vital. Donc l'eau, l'assainissement, l'énergie locale, les déchets, collecte, traitement, valorisation. C'est évident que c'est des services essentiels qui ne peuvent pas s'arrêter. Et je pense que ça, c'est très important. Bon, on en a reconnu peut-être un peu plus la valeur pendant cette crise, hein, parce qu'en plus, c'est lié à la pandémie, l'eau, se laver les mains, c'était tous ces gestes, etc. Et un non-service aurait aggravé la situation. Donc, il n'a jamais été question d'arrêter quoi que ce soit, même si certains secteurs, comme les commerces étant fermés, il n'y avait plus de déchets de commerçants à collecter. Donc, certaines parties de l'entreprise ont été affectées. Mais la première décision, le 16 mars, Antoine Frérot a pris la décision de garder le siège ouvert, de maintenir au mieux, donc de prendre toutes les mesures pour préserver la santé des salariés, mais en assurant les services essentiels. Avec une peur, enfin un désir de ne pas créer de fracture entre une population de salariés qui est principalement des cols bleus, donc livrant les services essentiels sur le terrain, et un siège qui serait distant, absent, en télétravail. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas mis en place du télétravail. Mais je pense que la première préoccupation était d'éviter une fracture ou une césure entre le siège et les opérateurs sur le terrain. D'accord. L'expérience, de garder ce siège ouvert, c'était donc une volonté du président. Et vous aviez à peu près quelle proportion des salariés qui étaient restés, je dirais, en activité? Alors, ça dépend des moments, hein, parce que le début, c'était une sidération, les gens ne savaient pas trop quoi faire. La première décision, en tous les cas, était de mettre en place une cellule d'activer la cellule de crise groupe et qu'elle se tienne en présentiel. Donc, tous les matins, à 8 heures du matin, il y a eu la cellule de crise. Il faut dire aussi notre directeur de la sûreté, l'ancien patron du RAID. Donc le commando sur place, le chef sur place, tout le monde sur place pour gérer la crise au niveau mondial. C'était important. Évidemment, c'est une cellule avec toutes les fonctions et les achats pour les masques, pour les gels, pour tout. Mais c'est aussi les cellules de crise des BU en région. On est un groupe international et donc qui participait en visioconférence à cette cellule de crise. Après, donc, mise en place des plans de continuité d'action. Et là, roulement, donc télétravail, oui, au maximum. On a bien entendu les consignes et avec des roulements selon les secteurs pour qu'il y ait des personnes au siège pour supporter les opérations et d'autres qui travaillaient de chez eux.
Oui, pour éviter la fracture que tu as évoquée. Oui, tout à fait. Alors, Jérôme, comment ça s'est passé chez Carrefour? Alors, paradoxalement, bonjour à toutes et à tous. Paradoxalement, la période qui débute le 16 mars est pour nous plus facile à gérer que les semaines qui l'ont immédiatement précédé. Parce qu'on avait été confrontés dans les semaines qui l'ont immédiatement précédé à des comportements de panique en fait de la clientèle, à des achats de précaution auxquels on n'était pas du tout préparé, et qui plus est dans un climat qui était un climat de très grande incertitude sur finalement à la fois ce qui arrivait et ce qui allait se produire. L'annonce du confinement a eu en fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a régulé les flux, et notamment les flux de clientèle dans les magasins. D'abord, il y a eu moins de monde dans les grands magasins plutôt éloignés des centres-villes et donc qui étaient pénalisés par les limitations de circulation. Puis ensuite, comme c'était la principale et seule activité pour la plupart des gens, ils ont lissé leur comportement d'achat. C'est-à-dire que d'habitude, vous venez dans un magasin, il y a du monde le soir et le samedi. Et là, il y avait du monde un peu tout le temps. En fait, ça a été beaucoup plus simple à gérer à compter du 16 mars qu'avant. S'agissant des sièges, qui représentent environ 10% des effectifs de Carrefour en France, nous, on a toujours collé aux directives des pouvoirs publics. Et donc, à compter du 16 mars, on a demandé à toutes les fonctions qui le pouvaient d'être en télétravail. Alors, on a eu cette crainte que ça soit mal vécu par des salariés qui, par ailleurs, eux, n'avaient pas d'autre choix dans les opérations que de venir travailler. En fait, non. Alors, je pense pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait une assez grande compréhension de la part de nos salariés de la nécessité pour tous ceux qui le pouvaient de rester chez eux, parce que ça contribuait finalement à la fin à permettre de lutter contre l'épidémie. Et je pense que, y compris ceux qui travaillaient en magasin ou en entrepôt, ils avaient des conjoints, des enfants, des parents qui étaient en télétravail, et ils en comprenaient la logique. D'ailleurs, lorsque des cadres du siège ont cru bien faire en allant visiter les opérations sur le terrain, on leur dit, écoutez, c'est déjà compliqué comme ça, je vous assure, tout va très bien, chacun à sa place. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a certaines fonctions qui étaient évidemment moins occupées, parce que dans une période comme celle-là, vous êtes quand même très concentré sur les urgences de très court terme, et donc vous avez un certain nombre de fonctions qui travaillent sur des sujets de moyen long terme, ou qui tout simplement ne peuvent fonctionner comme présentiel, qui avaient moins d'activité. On leur a proposé d'aller aider en magasin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, sur des activités qui, elles, ont explosé à partir du 16 mars, et elles l'ont fait. Donc je pense que la conjonction de la compréhension naturelle et du fait que des salariés des sièges sont allés donner un coup de main là où il y en avait besoin, a fait qu'in fine, ça s'est plutôt bien passé, de ce point de vue. Et donc, le télétravail qui a respecté les règles gouvernementales. Oui, on a demandé à tous les salariés qu'ils pouvaient de télétravailler, mais de la même manière que dès qu'on a pu leur demander de revenir, on leur a demandé de revenir. Donc, on a toujours considéré que le télétravail, à ce moment-là, était une forme exceptionnelle, dérogatoire et imposée d'organisation du travail, et que dès qu'on le pourrait, on reviendrait à une organisation classique. Alors, cette crise a révélé la nécessité pour beaucoup d'entreprises de revenir aux fondamentaux. On a parlé lors de la préparation de cette table ronde de cette question des fondamentaux. Quels sont finalement les fondamentaux auxquels vous êtes référés dans vos entreprises respectives? Dina? J'ai un peu répondu tout à l'heure. Le fondamental, vraiment, c'est faire le service essentiel de l'eau, du déchet, de l'énergie locale, et donc assurer le service. Il faut se dire aussi que beaucoup de municipalités, beaucoup de clients industriels étaient également en difficulté, et donc le fait d'avoir ce service essentiel assuré par Veolia était quelque chose de très important. Donc il y a une grande rigueur et une fierté de le faire. Je pense que c'est principalement ça. Il y a, moi je dirais, les fondamentaux sont cette culture. Dans toutes les crises, on nous dit, c'est les valeurs
c'est les valeurs qui servent de boussole, c'est une mission de service public, c'est quelque chose qui est très répandu dans l'entreprise. Il y a un engagement en faveur de l'environnement, en faveur du client qui a besoin de cette eau, qui a besoin de cette collecte de déchets, de ce recyclage. Et donc, je pense que c'est vraiment le guide. Après, l'organisation, je ne sais pas si tu veux revenir après sur l'organisation. Les fondamentaux, c'était la façon de... Enfin, le pourquoi on faisait, donc le rendre ce service, et également comment, par une organisation à la fois centralisée, enfin pilotée du centre, quelques règles, notamment des règles d'achat, des masques, des gels, etc., des consignes de sécurité et de santé très claires, mais beaucoup d'autonomie. Beaucoup d'autonomie, et ça, Veolia est comme ça depuis... Voilà. Oui, on va y revenir parce que ce qui est intéressant, c'est de voir quand même ce qui s'est passé en 2 ans sur ces modes. Alors, sur certains fondamentaux, il y en a un, en tout cas, qu'on a retenu dans cette période, c'est quand même tous ces... Vous aviez 2 entreprises, vous aviez ce que j'appelle des héros de l'ombre. Oui. Hein, les fameux... moi, où j'ai été confiné, je me souviens de ces... éboueurs qui passaient tous les matins, qui continuaient tous les jours à passer. C'était quand même une activité qu'on valorisait. Absolument. Et là, il y a eu remercier. des beaux moments. Là, il y a eu des beaux moments parce qu'effectivement, on a applaudi. Bon, maintenant, on ne le fait plus. Mais pendant tout un moment, on applaudissait tous les personnels soignants et pour cause. Et on a eu aussi des tas de témoignages pour nos éboueurs qui ont trouvé, donc qui ont été applaudis, qui ont reçu des petits mots sur leur camion, etc. Donc, grande fierté, oui, effectivement, les héros du quotidien. Et ça leur a fait très plaisir et ça nous a fait effectivement également un effet du collectif. Alors, chez Carrefour? Oui, alors il y a eu un effet d'image extrêmement positif de la grande distribution en général, parce qu'effectivement, on est resté ouvert, parce qu'effectivement... on s'est rendu compte dans une période comme celle-ci que le fait de pouvoir faire ses courses alimentaires était juste quelque chose de tout à fait essentiel et que donc ceux qui y contribuaient avaient un rôle clé. Donc ça a été, je pense, de ce point de vue-là, très bien vécu par nos salariés. Bon, il ne faut pas non plus s'illusionner sur le temps que ça dure. Hein. On revient très vite, y compris dans les comportements des uns et des autres aux pratiques antérieures. Mais ça a été, je pense, un moment effectivement où il y a eu une vraie fierté ressentie de la part de nos salariés et une vraie conscience de la responsabilité et du rôle qui était le leur. Et y compris dans une activité qui n'a pas toujours forcément qui parfois une image mitigée dans le grand public. Bon. Après, ça a créé, j'allais dire, une forme de responsabilité, parce que finalement, quand vous êtes une activité qui n'est pas arrêtée, dans un monde qui l'est, ça vous crée une responsabilité. Donc on a pris un certain nombre d'initiatives pour essayer d'être à la hauteur de cette responsabilité. Par exemple, on a réservé des créneaux horaires pour les personnes âgées, on a réservé des créneaux horaires pour les personnels soignants, pour que, en clair, il n'ait pas à faire la queue en caisse. On a pris des initiatives dans un deuxième temps sur l'emploi des jeunes au moment où on avait des craintes sur ce qu'allait être le marché de l'emploi en sortie de crise. C'est-à-dire qu'on a essayé derrière d'être à la hauteur de la responsabilité que créait le fait que finalement on avait eu la chance d'être dans une activité qui n'avait pas été arrêtée. Ouais. Alors justement, cette activité, elle a quand même été bouleversée par ce qui est arrivé. Alors là, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis. Est-ce que vous avez le sentiment que la pandémie, qui n'est pas terminée encore une fois, a fait évoluer un peu le business model de vos entreprises et dans quel sens ? Tu veux commencer? Parce que tu nous disais au début, il y a quelques mois, que les gens avaient adoré le local, les produits locaux. En fait, il y a eu je pense qu'il y a eu deux effets immédiats. Le premier, ça a été l'explosion du e-commerce, qui a progressé pour Carrefour de 70% sur l'année, de 50% en France. Donc il y a eu une explosion. D'ailleurs, une des difficultés opérationnelles qu'on a eues dans ces journées du mois de mars, parce que derrière le e-commerce, il n'y a pas de la tech, hein, contrairement à ce que tout le monde pense, il y a de la logistique.
C'est-à-dire il y a des bras qui préparent les commandes. Et en fait, on a manqué de bras. C'est là où les personnels des sièges ont été utiles. Donc ça a été le premier effet. Le deuxième effet, ça a été effectivement la bascule en faveur du commerce de proximité. C'est-à-dire que les commerces de centre-ville, de proximité, ceux qui sont à immédiate proximité des habitations, ont évidemment vu leur part considérablement augmenté, pendant que ceux, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont les plus éloignés, étaient évidemment pénalisés par les limitations de circulation. Mais je te parle des fournisseurs là aussi, parce que tu disais que les clients avaient adoré d'acheter local, vraiment local. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors ils ont adoré, sauf que, enfin, vous vous souvenez peut-être de la petite polémique qu'il y a eu sur les fruits et légumes quand les prix ont augmenté. Le local, ça se paye. Oui. Alors, on s'est retrouvé contraint forcé à avoir une part de produits locaux et français plus important dans notre offre, mais évidemment avec un impact sur les prix par rapport à un certain nombre de marchandises importées. Bon, après, on sait très bien que... mais moi, je ne crois pas que cette crise soit une crise de rupture. Finalement, elle a conforté des tendances qui étaient déjà à l'œuvre auparavant. Et dans ces tendances, il y a cette demande pour finalement plus de proximité, et plus de consommation locale, plus de transparence, etc. Et les rayons bio ont augmenté, j'imagine, aussi. Non? Oui ou non? Pas vraiment. Non, pas enfin, le bio croît de 20% par an depuis des années. Donc, de ce point de vue-là, l'année 2020 n'a pas été différente des années précédentes. D'accord. Non, je pense que, paradoxalement, si vous faites l'analyse de la consommation des Français dans cette période, il y a eu plutôt un recentrage sur des produits de base et sur des produits essentiels. Il y a une vraie déformation de la consommation pendant les périodes de confinement. Oui, mais il y a quand même un lien avec le projet stratégique avant la pandémie de ça a conforté, et je pense que finalement ça va créer demain probablement une attention plus importante aux questions de santé, aux questions sanitaires, et finalement du coup la qualité alimentaire, la transition alimentaire, le fait de la santé étant liée au fait de bien manger, du coup l'exigence de qualité par rapport aux courses alimentaires va être plus importante. Oui, juste avant que tu répondes, Dina, je précise que vous aurez quelques minutes, donc vous pouvez poser des questions dans le chat et j'essaierai de les relayer aux intervenants. Alors Dina, est-ce qu'il y a eu une évolution du business model avec Pas vraiment. Je partage largement. Des phénomènes qui existaient déjà ont été accélérés, notamment dans la digitalisation. C'est pas pour aider aussi les clients à distance à contrôler, à monitorer un certain nombre de choses, mais rien de fondamental parce que c'est des métiers de très long terme, des installations de très long terme, et donc même si ça dure des mois à 2 ans, ça ne change pas vraiment la façon de produire l'eau ou de produire de recycler des déchets. Et la relation avec vos clients, qui sont souvent des collectivités. Exactement. Alors vous disiez, Jérôme, sur le côté attention à ce qui est essentiel. C'est sûr qu'à la fois se reposer sur un relationnel fort qui existe de longue date, qui ne se crée pas du jour au lendemain non plus, mais qui a modifié peut-être en bien. Donc, dans certains cas, les gens ont vraiment pris conscience de la qualité, de la proximité du service. Donc les interactions entre les opérationnels sur terrain, les clients municipaux, qui étaient souvent à distance aussi, les industriels, etc., c'était très très fort. Alors, dans certains pays, on a vu que justement la prise de conscience de ce qu'on pouvait faire, alors que beaucoup de choses étaient fermées, mais que nos personnels protégés venaient faire le service, rendre le service, était quelque chose qui peut nous donner d'autres opportunités. Dans certains pays, aux États-Unis par exemple, on l'a vu, on a eu des contrats ou des prolongements de contrats qu'on n'aurait peut-être pas eu parce qu'ils ont vraiment mesuré la qualité du service de proximité en local. Mais sinon, je ne pense pas que c'est profondément changé. Non, il n'y a pas d'avant-après du service essentiel d'opérateur vital. Alors, pour prendre un sujet qui nous est cher, nous les profs, c'est la question de l'organisation et de son fonctionnement. Et je voudrais savoir si, finalement, près de 2 ans après, dans vos 2 entreprises, vous avez eu des changements visibles, et notamment, tu parlais tout à l'heure de l'autonomie, est-ce qu'elle s'est renforcée? Est-ce que la subsidiarité qu'on a évoquée dans beaucoup d'analyses des entreprises depuis 2 ans, s'est-elle vraiment renforcée? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont vraiment évolué? Par exemple, le rôle des managers, j'entends.
Alors, le rôle des managers, il est clé, et c'est eux qui ont bien sûr absorbé l'essentiel de ce choc, de devoir continuer à faire avec des personnels en télétravail ou largement ou en rotation en télétravail. Donc tout ce que, effectivement, Françoise disait tout à l'heure de l'apprentissage de ces phénomènes, notamment pour les managers, c'est vrai chez Veolia aussi. Non, sinon, ça a plutôt conforté notre sentiment qu'une organisation pilotée au centre, mais largement décentralisée, était la bonne. Veolia est comme ça depuis les débuts, parce que l'eau, parce que les déchets, parce que l'énergie, c'est local. Il n'y a pas deux eaux pareilles, les situations sont différentes. Et donc, il y a toujours eu une grande décentralisation. Une autonomie d'ailleurs qui est reconnue chaque fois qu'on fait une enquête d'engagement de façon très, même supérieure à la moyenne des entreprises. Cette autonomie est caractéristique de Veolia. Donc du coup, on en a profité. Je vous parlais de la cellule de crise avec des consignes, mais ensuite chacun se débrouille comme il peut dans son contexte local qui est différent. L'Europe centrale était épargnée par la première vague, elle était très affectée par la deuxième. Nos équipes locales ont fait preuve de beaucoup de responsabilité et de créativité. À Bucarest, ils ont créé une usine pour faire des gels, pour faire un certain nombre de produits, même des bottes, qu'ils ont donc partagé avec la ville et puis avec la zone et puis même avec le siège. Donc non, je pense que ça a conforté l'idée que c'était une bonne organisation, certainement dans nos métiers. On a fait intervenir un sociologue des organisations, François Dupuis, oui, pour voir justement comment on avait réagi, est-ce qu'il y avait des choses à changer. Et lui a constaté que cette autonomie avait bien fonctionné. Bien sûr, il y a des différences de culture dans différents métiers, dans différents secteurs. Certains sont plus contrôlants, et donc dans son langage bureaucratique, il y a des process plus forts dans certaines parties de l'entreprise que dans d'autres, réellement moins processés et plus spontanés dans leur méthode, plus flexibles. Mais fondamentalement, la différence entre organiser au siège et avec des fonctions support qui ont aidé des BU qui étaient autonomes, ça a été plutôt validé. Et donc maintenant, on parle de subsidiarité, même pour les nouveaux venus de Suez, on va le préciser, on va l'expliciter, mais que ce modèle a bien fonctionné. Donc c'est sans doute aussi un facteur et c'est un facteur de résilience. C'est très certainement un facteur de résilience. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis sur le cas de François Dupuis, c'est qu'il a mené cette étude dans plusieurs organisations, Absolument. comme tu le sais. Oui. Et c'était entre mars, justement, le début de la pandémie et le mois de mai 2020. Et en fait, ce qu'il a constaté, il y a eu des choses étonnantes. Et l'une des choses, c'est que le télétravail s'est mieux développé, entre guillemets, ou c'est mieux déroulé en quelque sorte dans des organisations qu'il qualifie de plus bureaucratiques, alors que les organisations plus agiles, absolument, on aurait imaginé que les organisations plus flexibles auraient, eh bien précisément, elles ont eu plus de mal parce que les moments de création, de créativité, là où il se passe des choses étonnantes, c'est très compliqué en télétravail. Tout à fait, et c'est ça qui m'a fait justement vouloir entrer dans son étude, puisque je me suis dit, on n'a pas besoin, on n'est pas centralisé, on n'a pas besoin de susciter l'autonomie, mais en revanche, il dit aussi que pour des structures plus informelles, tout ce qui est créativité du collectif, on se croise, etc., qu'on risquait de perdre ça. Donc c'est ça que je voulais lui demander, est-ce qu'on a perdu ça ? Très bien. Alors, chez Carrefour, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans l'organisation, le fonctionnement, le rôle des managers, etc. Je ne vais pas dire grand-chose de différent de ce que vient de dire Diane, mais d'un autre côté, on fait des métiers qui sont des métiers de proximité, qui sont des métiers de réseau. Oui, absolument. D'abord, le retail, c'est un métier qui, dans lequel, par nature, le management opérationnel gère des urgences en permanence. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de forme de gestion de crise, alors d'ampleur et de nature différentes et qui n'ont évidemment rien à voir avec ce qu'on a vécu là, mais c'est dans l'ADN de l'entreprise que d'être capable de réagir vite, de manière autonome, à des sujets qui ne pouvaient pas être anticipés. Le deuxième point, c'est que l'histoire des organisations chez Carrefour, c'est l'histoire d'un aller-retour entre on donne de l'autonomie aux patrons de magasins, et puis on la leur reprend, et puis on leur redonne, et puis on leur reprend. Ça fait maintenant quelques années que je pense plus personne n'a de doute sur le fait qu'il faut respecter ce principe de subsidiarité, il faut respecter
l'autonomie des directeurs de magasins. Et s'il en était besoin, cette crise est venue le conforter parce que, tout simplement, de toute façon, on n'avait pas les directeurs de magasins n'avaient pas le temps de ne pas décider. Ouais. Et le dernier point, c'est que, alors c'est comme la mer qui sort, une crise de cette nature, c'est-à-dire que ça a été de ce point de vue-là d'une violence inouïe, mais vous, dans ce degré d'urgence, vous mesurez l'utilité respective des différentes fonctions. Vous le mesurez d'autant plus que, comme les déplacements étaient interdits, il y avait plus ces espèces de visites permanentes des personnes du siège à un titre ou à un autre dans les magasins. Et donc, on a eu une agilité dans nos modes de fonctionnement, une rapidité dans nos prises de décision, plus globalement une efficacité qu'honnêtement, on n'avait pas toujours en période normale. Et notre obsession depuis le printemps de l'année dernière, parce qu'on est quand même revenu en fonctionnement normal aujourd'hui, notre obsession depuis le printemps de l'année dernière, c'est d'arriver à conserver le meilleur de ce que cette période nous a appris. Et finalement, elle nous a fait prendre conscience du potentiel de progression qu'on avait en termes d'agilité et notamment dans le rapport entre les sièges et les magasins. Donc là, c'est pareil, c'est rien de nouveau, c'est venu conforter et finalement légitimer des orientations qui étaient déjà à l'œuvre. Oui, mais donc quand tu parles du balancier entre centralisation et décentralisation, je pense que là, la question aujourd'hui ne se pose plus. En tout cas, aujourd'hui, elle ne se pose pas. Oui, bien. Alors, on va terminer cet entretien avant de te laisser la parole sur la question, évidemment, vous êtes tous des grandes entreprises, toutes les entreprises qu'on a réunies ce soir sont des entreprises internationales, vous en particulier. Est-ce que vous avez vu des différences, tu parlais de l'Europe de l'Est tout à l'heure, entre les pays? Qu'est-ce qui s'est, pour conclure notre entretien? Est-ce qu'il y a eu est-ce que cette crise a révélé des choses un petit peu différentes selon les régions du monde ou sur... Non, pas vraiment. Je pense que l'important, c'était de concilier les réglementations, les injonctions gouvernementales qui étaient différentes et la réalité de l'entreprise. Donc, de faire avec. Et donc, dans certains pays, aux États-Unis, tout le monde était en télétravail. Et donc, les nôtres aussi, donc assurer le service, pas les gens du terrain, mais il était beaucoup plus, à un moment, toutes les entreprises étaient, il y avait tous les mots d'ordre des grandes entreprises, et donc on a fait avec ça. En Chine, c'était tout à fait différent. Europe de l'Est, je vous en ai parlé. Non, il n'y a pas de grosse différence, c'était respecter les règles, trouver les matériels de protection, et c'est là où un pilotage partagé, donc voilà, pour les équipements, était le plus important. Sinon, pas de grosses différences de façon de fonctionner. Jérôme ? Alors, ce qui a été intéressant, c'est que tous les pays n'ont pas vécu la même chose au même moment. Oui, c'est ça, il y a des vagues. On a essayé de faire en sorte que ceux qui l'ont vécu après les autres bénéficient des enseignements de ceux qui l'ont vécu avant. Pareil. On a vécu d'ailleurs une chose très intéressante, c'est les fameux 10-12 jours de décalage qu'il y a eu entre l'Italie et la France dans cette fameuse période de mars. Ouais. Et là, je dois dire que d'ailleurs les équipes de management de Carrefour Italie n'arrêtaient pas de nous dire ça va vous arriver, et on a bénéficié de ça. Je prends un exemple. Ils ont très vite identifié que les plexiglas, qui sont devenus un élément de notre vie quotidienne à tous, enfin je rappelle qu'il y a 2 ans, personne ne savait même le sens du mot, étaient, en l'absence de masque, la seule manière de réellement protéger les caissières dans les magasins. Et du coup, on a passé commande de 12 000 plexiglas, mais 10 jours avant le confinement. Parce qu'en Italie, ils nous ont dit, commandez-les, si on les avait eus plus tôt, on aurait protégé plus tôt. Et c'est ce qui nous a permis on a installé 12 000 plexiglas en 5 jours au mi-mars. Donc, il y a eu quand même des séquences différentes, puis il y a toujours des séquences différentes. Aujourd'hui, en Amérique du Sud, c'est le plein été, ils sont dans un total creux épidémique. Bon. Le deuxième point, c'est le même que Dina. La grosse différence, elle a été dans les réactions nous, on fait le même métier partout, sauf qu'après, les pouvoirs publics ont réagi différemment. Le plus gros pays de Carrefour en termes d'effectifs, c'est le Brésil. Inutile de vous dire que on est à l'image de nos pays. C'est-à-dire que quand un pays vit une tragédie sanitaire comme le Brésil l'a vécu, Carrefour a vécu au Brésil une tragédie sanitaire.
quand le pays est mal géré, enfin, on est totalement dépendant de la qualité de la gestion des pouvoirs publics. Et très honnêtement, au Brésil, ça a été absolument épouvantable. Bien, merci à tous les deux. On continue un tout petit peu le dialogue vers la fin. Véronique, derrière tous ces témoignages et puis ta vision d'académique sur la question des transformations, du changement, de la résilience. Alors, je vais plutôt repartir un petit peu en arrière. Je trouve que ces témoignages, merci beaucoup et puis bonsoir à tous, très intéressants et très riches. Je pense qu'ils font écho à certains éléments, à certaines discussions de la littérature sur les risques et les crises. Notamment, moi, ce qui m'a un petit peu étonnée, ou du coup a frappé en vous écoutant, c'est que vous ne parlez pratiquement pas de préparation au risque, et notamment au risque de la pandémie. Et d'une certaine façon, ça me paraît très intéressant parce que l'exemple des pandémies montre en quoi cette préparation elle est difficile et en quoi les plans de préparation au risque, aux crises, mais également les plans de continuité d'activité, finalement, ce sont des exercices périlleux. Alors, ce risque de pandémie, on l'a tous vécu avec une espèce de sidération et pourtant le risque, il est connu, il a été préparé. On se rappelle tous de la grippe aviaire, des canards dans les dompes, on se rappelle tous de la mobilisation en 2004-2006 pour préparer justement, stocker des masques, stocker des solutions hydroalcooliques, préparer des plans de continuité d'activité. On se rappelle aussi de la grippe H1N1 en 2009, de la surréaction qu'on semble avoir vécu. Et finalement, on se rend compte, avec cet épisode de 2009, de l'écueil, d'un premier écueil de ces plans de préparation. Cet écueil, c'est de pouvoir parfois enfermer l'action dans des schémas cognitifs, des plans. On a l'impression qu'on est prisonnier. Et en 2009, c'est un peu ce qui s'est passé. On était prisonnier d'un virus qui était plus grave que prévu, d'une certaine façon. On est prisonnier aussi, on peut être aussi prisonnier d'une certaine relationnelle, d'un prisonnier relationnel, c'est-à-dire que finalement, en 2009, en tout cas, les entreprises que j'avais suivies lors de cette pandémie de grippe H1N1, ils se sentaient obligés de réagir parce que, d'une certaine façon, les gestionnaires du risque avaient vendu un scénario catastrophique pour réussir à mobiliser leurs entreprises. Et là, quand il commence à se passer quelque chose, on ne sait pas exactement si ça va être grave, si ça va être pas grave. Pensons aujourd'hui à la difficulté de savoir quel est l'état de gravité des variants du Covid-19 pour se rendre compte de la difficulté d'évaluer le risque d'une pandémie. Et d'une certaine façon, ces plans et la manière de formaliser la préparation à la pandémie peut nous obliger à réagir en tant que gestionnaire du risque parce qu'on essaye de défendre la crédibilité de ce qu'on a mis en place. Donc tout ça fait que cette préparation au risque n'est pas si évidente à mettre en œuvre lorsque le risque auquel on s'est préparé finalement semble se réaliser. Alors je crois que vous voulez réagir, donc je vous en prie. Non ? Oui, non, alors d'abord parce que j'adhère tout à fait à ça. Il se trouve que dans une vie antérieure avec Jean-Marc, on avait travaillé chez Transdev sur la méthode des scénarios. Vous savez, et vous faites imaginer à votre comité exécutif des scénarios totalement improbables. Et bon, on l'avait fait. Il y avait le scénario pandémique dedans. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes préparé. Vous êtes préparé mentalement à faire face à des risques dont vous ne savez pas ce qu'ils sont, mais dont vous savez qu'ils vont un jour se produire. Le deuxième point, je pense qu'il y a quand même une question centrale dans le sujet de la préparation, c'est les masques. Si on avait eu des masques au tout début de la crise, on aurait vécu cette période complètement différemment. Et nous, le vrai point de rupture, c'est pas le 16 mars, c'est le 30. Le 30 mars, c'est le dimanche soir où se pose l'avion cargo d'Air France en provenance de Chine, le premier bourré de masques. Et en fait, il se trouve que, parce que dans la grande distribution, on s'est acheté, beaucoup de ces masques étaient pour Carrefour et que 24 heures après, tous nos salariés avaient des masques et qu'à partir de là jusqu'à aujourd'hui, ils en ont toujours eu. Mais vous n'imaginez pas à quel point l'arrivée des masques a fait retomber l'anxiété, le stress, la pression. Et donc le sujet de la... Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on n'ait pas eu de masque. Alors, on reviendra sur cette question des masques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, en 2009, on savait que ça pouvait arriver. On a eu l'impression de vivre une fausse alerte parce que ce qu'on n'a pas su gérer, c'est l'entre-deux. Et le fait d'être préparé au pire ne veut pas dire qu'on est préparé à l'entre-deux.
et on a laissé les choses se relâcher. Finalement, cet exemple, si on met en perspective à la fois la grippe à H1N1 et le Covid-19, ce que ça montre, c'est la difficulté aussi de tenir la préparation dans le temps. Et en fait, la question n'est plus d'être préparé à un risque en particulier, c'est d'être préparé effectivement à faire face à l'inattendu, l'unexpected. Comment on fait pour réagir quand le scénario n'est pas exactement celui qu'on a prévu ? Pour ça, finalement, la littérature en sciences de gestion s'est beaucoup intéressée aux organisations hautement fiables, c'est-à-dire les organisations qui n'ont pas le droit d'échouer. Donc les centrales nucléaires, les centres d'urgence médicaux, ceux pour qui l'activité doit se dérouler. Et finalement, ce qu'ils ont mis en avant, ces études-là, ce sont un certain nombre de caractéristiques de ces organisations. Ces caractéristiques, finalement, la caractéristique principale, c'est qu'elles n'essayent pas de tout prévoir, mais par contre, elles travaillent pour réussir à construire une capacité de vigilance, une infrastructure vigilante. Et cette infrastructure, elle repose sur des choses qu'on a un petit peu déjà évoquées. C'est-à-dire, finalement, elle est obtenue bien sûr par des procédures, des checklists de sécurité, le fait d'avoir finalement toute la machinerie bureaucratique qui nous permet d'agir, mais elle est aussi finalement incarnée dans une posture spécifique des collaborateurs et des managers. Cette posture, elle est caractérisée notamment par le partage du sens de la mission, l'infrastructure vitale, le fait qu'il faut continuer, qu'on est fier finalement d'assurer un service. Il y a également le fait finalement d'être capable de se représenter le système de rôle dans lequel notre action s'insère, pour être capable de pallier au dysfonctionnement ou de savoir qui va gérer quoi et de pouvoir se coordonner même si on n'est pas en présentiel, même si on est à distance, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a aussi un élément clé qui est l'interaction respectueuse, le fait qu'on se respecte soi-même, également les autres. Et finalement, cette interaction respectueuse, le fait aussi qu'elle ait lieu avec les clients, avec la reconnaissance finalement de la mission qu'on porte en tant qu'agent de première ligne. C'est important non seulement pour la résilience individuelle, beaucoup d'études montrent que finalement le réseau social, le support social dont on dispose permet d'améliorer notre résilience individuelle, mais également pour la résilience de l'organisation. Parce que finalement, ces organisations hautement fiables, pour construire cette infrastructure de vigilance qu'elles mettent au centre de leur action, c'est la construction de sens, c'est-à-dire leur capacité à dire mais quelle est l'histoire qui est en train de se dérouler aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Et quand on entre dans une interaction respectueuse, dans un dialogue, eh bien, on est davantage capable de repérer les signaux faibles, de repérer les différences dans des lieux et des magasins ou des unités qui finalement ne sont pas exactement confrontés aux mêmes choses. Et puis, indirectement aussi, repérer des besoins peut-être auxquels on ne répond pas encore complètement aujourd'hui. Et finalement, ces trois éléments, ils ont l'air assez triviaux, mais quand on regarde ce qui s'est passé avec la pandémie grippale, je m'embrouille, avec le Covid-19 et le télétravail, ce n'est pas du tout évident de les maintenir. Ça repose aussi, cette infrastructure de vigilance, sur la posture du manager. Et finalement, ce que dit notamment Carl Weick, qui est un des grands penseurs de cette théorie des organisations hautement fiables, c'est qu'il faut éviter le surmanagement pour les leaders. C'est-à-dire que finalement, le leader, il n'est pas omniscient, il n'est pas tout-puissant. Il a besoin de toute l'aide dont il dispose et il faut qu'il la demande. Et en la demandant, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'appuyer sur des experts externes, internes. En tout cas, il va y avoir une déférence à l'expertise plus qu'une déférence à l'autorité. D'une certaine façon, ça engage à aller vers de la subsidiarité, vers de l'autonomie, vers le fait de se dire que les gens qui sont sur le terrain ont des connaissances dont on ne peut pas se passer et ont une capacité d'action pour réussir aussi à apprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain. Ce que nous dit Weick aussi, c'est que cette capacité, finalement, cette posture du manager, elle doit être nourrie par le doute. Il parle d'attitude de sagesse, le fait d'être ouvert aux nouvelles connaissances, de mettre en question ce qu'on sait déjà, mais aussi de savoir dire « je ne sais pas ». Parce qu'à partir du moment où on dit je ne sais pas exactement quelle est l'histoire qui est en train de se passer, mais trouvons ensemble, on autorise les collaborateurs à apporter des éléments, à dire moi j'ai une anomalie, j'ai un écart que j'ai pas réussi à boucher ici, j'ai vu des choses, des besoins. Et finalement, ça permet de mobiliser des ressources. Cette intégration de tous les collaborateurs dans un espèce de questionnement collectif, de construction de sens collectif, diraient les chercheurs, de tâtonnement, permet finalement à la fois d'améliorer la compréhension de la situation, leur permet aussi d'une certaine façon d'agir et de comprendre à leur niveau pourquoi les directives changent tous les 4 matins. C'est-à-dire si on ne les inclut pas dans ce questionnement autour de quelle est l'histoire qui est en train de se passer, ils ne peuvent pas aussi comprendre pourquoi ça change.
Ça permet aussi d'une certaine façon, et pour le Covid-19, le fait de comprendre pourquoi tous les 4 matins c'est différent est très important pour ne pas désengager les salariés. Ça permet aussi d'une certaine façon d'autoriser ou d'accepter un bricolage local de ses salariés et de ses collaborateurs. Et le bricolage, pour Vaik, c'est le dernier, on va dire, élément que je développerai, c'est le fait de se dire, bricoler, c'est utiliser ce qu'il y a à disposition, des ressources, des idées, des instruments, en les détournant de leur finalité propre, et se sentir autorisé à le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de se remettre dans l'action. Et le bricolage, c'est un peu un small win, c'est un petit gain qui permet aux collaborateurs de réussir à se sentir capable d'agir face à la menace qui le frappe. Merci Véronique. Alors sur cette question du bricolage, il y a quand même un exemple sublime dont on a parlé au mois d'avril 2020, qui est l'histoire du masque Easy Breath de Decathlon. Rappelle-toi, puisque ça a été utilisé par une équipe italienne qui a mobilisé une start-up qui fabriquait des interfaces en 3D pour les respirateurs. Et bien, du coup, Decathlon a arrêté la vente et a bloqué la vente de dizaines de milliers de masques. Et d'ailleurs, on a donné... donc ça, c'est intéressant, parce que c'est une équipe qui a inventé un truc qui ne correspondait pas. Alors, on a une question. Vous n'hésitez pas à poser d'autres questions. Il nous reste à peu près 5 minutes. Avec les connaissances que nous avons aujourd'hui de la transmission du virus, est-ce que vous avez fait évoluer les stratégies de sécurité ? Là, je parle aux 2 entreprises, avec notamment la prise en compte du taux de CO2 afin de déterminer la nécessité d'aération, de renouvellement de l'air, sachant qu'il y a un risque certain de nouvelles pandémies dans les années futures. D'ailleurs, ici, on est bien aéré. C'est une bonne nouvelle. On a mis en place... Tout ce que vous avez certainement fait aussi. Donc, depuis le début, dès qu'on a pu avoir les masques, puis les gels, les distances de sécurité, les salles de réunion, l'aération, Veolia est également acteur de la qualité de l'air intérieur. Donc, cette dimension-là de l'aération, puisque c'est quand même une des meilleures solutions, c'est d'ouvrir les fenêtres. Donc, on a eu des consignes, comme tout le monde. Honnêtement, je ne pense pas que c'était plus fort que d'autres, d'ouvrir, d'aérer régulièrement, d'être peu nombreux. Mais depuis, ces consignes... C'est devenu un peu le new normal. C'est devenu the new normal, effectivement. De temps en temps, alors bon, vous voyez bien, comme ici, on va dans des réunions avec des jauges, etc. Et puis les jauges se réduisent. Et des choses qu'on pouvait faire le mois dernier, qui n'étaient pas du tout ce qu'on a fait il y a 2 ans, sont maintenant plus contraintes. Voilà, on peut se réunir, mais on peut plus donner, on peut pas donner un café, par exemple, etc. Oui, je pense que ça évolue en fonction des normes, des règlements, des instructions, mais ça n'a pas énormément. Je pense qu'on a gardé, on a l'accueil, on était parmi les premiers à avoir avec les badges, les systèmes, la prise de température, les gels, etc. Les tests. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, je pense qu'on était les premiers. Donc, on a gardé ça. Là, il y a une campagne de tests demain, voyez. Donc ça, on a gardé ça. Je ne pense pas que c'est évolué à partir de beaucoup, ajusté en fonction des nouvelles consignes. Veolia, en mai ou en avril l'année dernière, avait décidé de faire tester les personnels, leurs familles, ça sécurisait, etc. Ça les mettait en... Et vous avez fait évoluer un peu les pratiques justement d'aération Alors, la question, elle ne se pose pas tellement dans un magasin ni dans un entrepôt, parce que c'est un espace tellement vaste qu'il est naturellement aéré, il fait même généralement assez froid. Et on a la chance d'avoir des sièges qui sont des immeubles de construction assez récentes, donc on a fait vérifier les systèmes d'aération pour s'assurer qu'ils étaient en conformité, ce qui est le cas. Parce que c'est tout ceci quand même, la grosse différence par rapport à mars 2020, c'est que maintenant tout est très 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 normé, on est quand même en France. Donc on a maintenant des protocoles, alors, ils sont très bien faits, mais enfin, on a à peu près tous les mois un nouveau protocole de 40 pages. Donc, c'est quand même très difficile de sortir du cadre. Désinfection, j'aurais dû dire aussi, parce que ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a tous appris pendant cette pandémie. C'est resté, c'est depuis le début, mais ça n'a pas changé depuis. Désinfection régulière des bureaux, des poignées de portes, s'il y a des portes, enfin voilà. Toutes ces consignes, le gel partout, désinfection, message constamment... rappelé.
L'enjeu pour nous, c'est que c'est la sécurité de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un argument aussi. On doit cette sécurité à nos clients en plus des salariés. Donc, depuis le début, compte tenu du fait qu'on est des établissements qui reçoivent du public, on est très, très, très normé. Très normé. Alors, comme il nous reste 2 minutes à peine, une question qui te concerne, parce qu'il y a une question un peu... N'y a-t-il pas confusion entre capacité de résilience et de résistance, conféré François Dupuis qui démontre la capacité des formes bureaucratiques à résister, ou encore Veolia et Carrefour qui semblent témoigner de la capacité à s'adapter pour revenir à une situation normale de type N-1. La résilience n'est-elle pas plutôt un processus de transformation qui débouche sur un changement de type 2, c'est-à-dire une remise en question fondamentale du business model, de la forme d'organisation, de la stratégie? Alors, effectivement, dans les organisations hautement fiables, l'idée, c'est de dire, finalement, ces organisations, elles sont capables de maintenir la stabilité de leurs organisations, de leurs activités, tout en sachant questionner ce qu'elles sont leurs croyances pour ne pas rester enfermées dans leurs croyances. Mais d'une certaine façon, moi, ce que j'entends là, sur Veolia et puis sur Carrefour, c'est que la pandémie grippale n'a pas questionné la mission fondamentale de l'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que les intervenants ont réussi à partager avec nous, c'est le fait que d'une certaine façon, l'un comme l'autre, ils n'ont pas été prisonniers ni du quotidien, ni d'une préparation au risque, mais ils ont su construire sur finalement ce qu'ils avaient réussi à mettre en place avant, c'est-à-dire la construction d'un lien entre les personnes, également le fait de se dire, on a une situation, comment on va faire pour savoir mettre les gens ensemble, pour questionner comment on va faire au niveau local pour réussir à réagir. La toute dernière question que nous avons, puisqu'encore une fois nous avons atteint l'horaire, quel management post-Covid, la co-construction avec les collaborateurs est une piste, mais dans certains secteurs, la tension est importante. Nous sommes face à l'épuisement professionnel des parties. Quelles sont vos recommandations ? Je pense que, voilà, pour le coup, là, on sort d'une période, si tant est qu'on en sorte, qui a été effectivement particulièrement exigeante pour nos salariés. On a peu parlé de télétravail parce que c'est un sujet qui finalement concerne assez peu nos deux entreprises, mais on a pris conscience de toutes les limites du télétravail et de ce qu'il n'était pas forcément une réponse à tout. Et tout ça s'inscrit dans un contexte, et ça a été ça qu'il faut qu'on prenne en compte, dans lequel nos salariés, comme tous les citoyens de ce pays et de plein de pays, pendant des mois et des mois, ils n'ont pas pu sortir, ils n'ont pas pu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas toutes les soupapes qu'ils ont habituellement dans leur vie quotidienne pour absorber. Donc quand vous avez une exigence professionnelle beaucoup plus forte, avec beaucoup moins de soupapes personnelles, à la fin, ça crée inévitablement des tensions. Tu veux dire un mot ? Oui, j'aimerais bien. Je pense que finalement, là, la littérature peut nous apporter quelque chose sur quel va être le rôle du manager face à ces équipes qui finalement fatiguent en télétravail. Parce que le télétravail, finalement, ça va attaquer la perception peut-être de la mission collective. Oui. Donc le manager va avoir un rôle de remettre en place cette boussole parce que finalement, c'est ça, on a la direction, il faut savoir comment aller jusqu'à cette direction. Ça permet aussi, finalement, le manager, il a aussi en charge le fait de redonner sens à l'action de la personne pour qu'il puisse replacer son activité dans ce système de rôle de l'organisation. Il y a aussi cette idée d'intégrer les collaborateurs à leur niveau dans ce questionnement, dans ce tâtonnement sur finalement qu'est-ce qui est en train de nous se passer, comment on peut bricoler pour réussir à faire face aux urgences de manière assez locale. Et puis, enfin, permettre le bricolage. Parce que, et on le sait dans notre pays tellement normé, c'est pas évident de réussir à bricoler avec les cadres de l'entreprise, en faisant en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens, mais permettre de se remettre dans l'action, finalement, c'est très important pour cette capacité de résilience. Et juste pour les masques, peut-être que les masques aussi ont été tellement importants parce que c'était ce petit small win, ce fait que là, tout d'un coup, l'impossibilité de se voir était surmontée. Dernier mot de la fin, Dina. Tout à fait d'accord. Et donc, je pense que la préoccupation, en tenant compte de tout ça, en faisant en sorte que quand on fait revenir des gens, qu'il y ait une raison, qu'il y ait une différence entre être dans le collectif ou être chez soi en train de télétravailler, ça, il faut le travailler. Je pense que c'est devant nous. Et je pense que je suis totalement d'accord. Nous, on a une raison d'être, on a un purpose. Et donc, raccorder
cette grande raison d'être de cette mission avec la raison d'être de chacun dans l'entreprise. Donc déployer ça jusqu'au bout et associer tous les collaborateurs à cette démarche, ça c'est la clé du succès, je crois, à l'avenir, de l'engagement. Bon, merci à vous trois. C'était une discussion, je trouve, très intéressante, formidable. Je le juge par le nombre de participants que nous avons. Et donc, merci d'avoir témoigné dans une situation, évidemment, qui n'était pas prévue et d'avoir été résilient vous-même. Merci, merci. Merci. On vous retrouve dans environ 3 minutes, le temps qu'on fasse les changements de plateau. Et surtout, restez bien en ligne. Ça vous donne d'ailleurs l'occasion de faire une pause. Merci. Merci à tous.